l'Université de Montréal en tant que recherchiste pour des projets relativement à la démographie autochtone. Et puis, donc, j'ai fait divers analyses de, de, de population, spécifiquement pour les Mohawks d'Akwesasne, Kanawake et Kanesatake. Moi-même, je suis enregistré à Kanesatake par ma grand-mère. Et voilà. Donc, j'ai fait des travaux aussi pour les conseils de bande et tout ça. Donc, pour se situer un peu dans l'historique, rapidement, je vais exposer une petite historique de Akwesasne, Kanawake et Kanesatake. Avant tout, pour se mettre en contexte. Donc, au départ, on sait que Jacques Cartier, il vient dans la vallée du Saint-Laurent vers 1535, rencontre les Iroquois du Saint-Laurent. Samuel de Champlain, dans son arrivée vers 1604, il ne retrouve plus de traces de village. Donc, on sait aussi que la Confédération, au départ, c'était 5 nations, les Mohawks, les Oneida, Onondaga, les Cayugas et les Sénégas. Et puis, en 1722, une 6e nation s'est jointe, c'est les Tuscaroras. Donc, comment ça s'est passé, le développement des missions au départ? En 1666, après les trois dites, il y a eu comme trois dites grandes paix que le roi de France, par l'intendant d'époque, ont organisé pour faire une espèce d'alliance avec tous les Autochtones et le roi de France. Et puis, entre la deuxième et la troisième dite grande paix que l'intendant Jean Talon organise, il réalise que, étant donné que les Iroquois font des ententes et avec les Français, et avec les Anglais, et avec les Hollandais, que ça devient finalement plus bénéfique pour la colonie française de s'organiser vers la destruction des Iroquois. Donc, le plan arrive en 1666, les grandes guerres officielles commencent pour l'idéal de l'extermination des Iroquois par Jean Talon. Or, donc, les survivants de tout ça, suite aux maladies, suite à la guerre et tout ça, les survivants se sont donc tournés vers les missions, un peu en dernier recours. Ils ont donc développé l'agriculture et tout ça. Ils se sont donc assujettis un peu parce qu'il n'y avait plus vraiment le choix rendu là en 1666-1667. Donc la première fondation des missionnaires, c'était Kentucky, près de la Prairie, 1667 à 1669, jusqu'à 1716, là, Kanawake s'organise vraiment. Là. La mission, elle a vraiment bougé à quelques reprises de la Prairie à Sault-Saint-Louis, à Kanawake, parce que c'était des terrains, disons, vaseux. Donc, tenter de se sédentariser à un des lieux particuliers, c'était un peu expérimental à l'époque. Donc, vraiment, ça s'est concrétisé à Kanawake. Après ça, évidemment, il y a beaucoup de Hurons qui sont mélangés avec les Iroquois. Il y a eu la guerre en Huronie, en Iroquoisie et tout ça, toute cette période-là des premiers missionnaires et tout ça. Et puis les Hurons et les Iroquois, ils s'échangeaient parfois des enfants, parfois il y avait des guerres intertribales et tout ça. On sait par exemple que vers 1666 à peu près, la nation Oneida était constituée à peu près de 70% de captifs Hurons. Donc, ça donne une idée, un aperçu de ce qui se passait à l'époque. On peut voir aussi que vers 1670, quelques familles autochtones, possiblement des Hurons, étaient regroupées sur un versant du Mont-Royal. 1675, la mission du Sceau, qui finalement a franchi leurs conditions, là, vient. C'est là vraiment que les premières missions sur le bord de la montagne du Mont-Royal commencent à s'organiser vraiment. Les Sulpiciens en 1680 font borner le terrain, construisent le phare. Et puis François Belmont, là, vers 1680, officialise le tout comme la mission de la montagne. 1685, plus officiellement. Ensuite, il y a un feu qui a fait bouger la mission en 1694. 1696,
La mission monte vers le Sault au Récollet, c'est-à-dire à Onsic, au nord de Montréal complètement, tout près de Laval, si on traverse. Alors donc, une première palissade, village palissadé, environ 120 cabanes, disons, situé sur le côté ouest du fort. C'était le village autochtone organisé autour de la mission. Il y a eu un incendie en 1694, puis les Sulpiciens commençaient à réaliser que l'influence de l'alcool sur les Mohawks commençait, sur tous les Autochtones, commençait à être néfaste là, à Montréal et tout ça. Donc, déménagement, Sault-Récollet a bougé à peu près 3 fois là, les missions, là, 1696, 99, 1704 à peu près. En 1721, les Sulpiciens déménagent officiellement à Deux-Montagnes. Ils obtiennent par le roi de France. C'est pratiquement l'unique terre de la couronne qui était gérée par des religieux. Parce que normalement, les terres de la couronne, c'est géré par l'État. Mais là, il y avait une entente avec les religieux. Ils obtenaient le cadeau du roi à la condition qu'ils construisent un phare. Donc voilà. Donc en 1721, ils sont déménagés. Alors que Akwesasne, Saint-Régis, en 1454-55, les prêtres jésuites ont fondé Saint-Régis à Kanawake, à Akwesasne. Et puis, il y en a une grande parcelle aussi qui ont déménagé de Akwesasne, qui sont partis de Kanawake. Il y a eu beaucoup de promenages. Si on suit les recensements, là, éventuellement, ça s'achève. Le promenage s'achève à peu près vers 1825, 1831. Les gens sont vraiment plus stables. C'était un peu plus difficile à contrôler autrefois, étant donné que c'était les religieux qui voulaient tout contrôler. Puis, une chose qui m'a vraiment étonné en faisant les analyses des recensements, c'était les modifications des noms. Parce que souvent, les gens commençaient à me dire que c'était très difficile de faire, par exemple, leur généalogie, parce que les noms, ils ne retraçaient plus les noms. Donc, la méthodologie utilisée, c'est vraiment d'analyser tous les recensements, un à la suite de l'autre, le précédent et celui qui suit, pour tenter d'associer les prénoms avec les groupes d'âge et tout ça. Et à partir de ça, on retrace généralement une grande partie. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui c'était Joseph-Marie, disons, d'Aïbou. Il y en avait peut-être 20 Joseph-Marie, des couples de Joseph. Là, ça peut devenir un peu compliqué. Mais voilà. Fait qu'il y en a quelques-uns qui sont disparus, évidemment, parce que c'était une population tout de même limitée. Donc, on peut voir, disons, dans la première diapositive qu'on voit, la couverture, c'est dans le recensement 1851. On voit Vincent Capéa. Et puis, dans le recensement de 1841, il s'appelait Vincent Okapéa. C'était des Algonquins parce que, évidemment, à Deux-Montagnes, les Algonquins, ils passaient 1 à 2 mois par année près de Deux-Montagnes, étant donné qu'eux étaient nomades. Ils allaient vers le Témiscamingue et l'Abitibi une grosse partie de l'année, puis ils faisaient une tournée dans la vallée du Saint-Laurent 1 à 2 mois par année. Donc, leur baptême, mariage et sépulture avait lieu avec les missionnaires de la mission des Deux-Montagnes. Donc, non, ils n'habitaient pas là en permanence. C'était vraiment des rencontres, disons, annuelles. C'était saisonnier. Donc, si je passe à la suivante. Donc, voilà. On a, par exemple, il y a un nom ici qu'on voit, c'est le nom Raquette. On l'observe uniquement dans le recensement de 1891 à Kanawake. Rien d'associable après, avec le nom de famille Raquette. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que on voit Thomas Raquette 51 avec Monique, 49 ans.
On peut associer un autre couple qui s'appelle Thomas, et c'est en réalité tous les noms des enfants. Baptiste, évidemment, ici on dit, j'ai écrit 33, mais c'est 23. Il avait 13 ans en 1881, 33 ans. Alors donc on voit qu'il y a une association là, tout à fait logique avec ça. Évidemment, Marguerite n'est plus là en 91, elle avait 11 ans en 81 parce que, fort probablement, qu'elle était mariée. Donc, on va passer à la prochaine. Oui, fait qu'il y en a plusieurs qui ont été modifiés et d'autres disparus. On peut voir qu'il y a des missionnaires qui avaient baptisé quelqu'un de Bellefeuille. Oups, dans le recensement, plus tard, est devenu Goodleaf. Fait que ça aussi, c'est un autre type d'association parce qu'il ne faut pas oublier que dès 1814, à peu près, les méthodistes ont commencé à avoir beaucoup d'influence dans les communautés Mohawks. Et puis, étant donné que les Mohawks avaient eu précédemment des ententes avec les Anglais et les Hollandais, c'était évidemment un peu péjoratif de dire nous sommes alliés avec les Français parce qu'on est chez nous. Fait qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut avec qui qu'on veut. Donc, on n'est pas limité. Donc, il y en a plusieurs qui se sont, disons, révoltés un peu contre le clergé catholique puis qui se sont penchés vers le méthodisme. Dans une espèce de rébellion, une forme d'affirmation. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms qui étaient organisés par les missionnaires au départ, qui étaient des noms francophones, qui ont repris un penchant anglophone, un peu en révolte, puis s'affirmer. Donc, on peut voir aussi, je vais juste tasser ceci. Oups. Donc, voilà. Fait qu'on peut voir Bellefeuille, Goodleaf, Canadien, une famille, il y en a encore qui s'appelle Canadian à Kanawake, mais il y a une famille, il y a eu une petite différence, disons, dans la famille, puis il y en a un qui a décidé qu'il prenait le nom French, mais c'est bel et bien la même famille, c'était French pour French Canadian. Donc voilà. Il y en a un qui était inscrit Corbeau, qui est devenu Raven, finalement, plus tard. La citrouille, complètement disparue. La famille Daibou, étrangement, en 1891, uniquement en 1891, dans aucun autre des recensements, une grande partie de la famille Daibou devienne la famille Pigeon. Pourquoi? Personne ne le sait vraiment. Est-ce que c'était une espèce de révolte, une affirmation pour quelle... Aucune idée. Ça serait spéculatif, disons, d'invoquer une raison plus qu'une autre. Alors, voilà. Donc, pour vous dire comment ça peut devenir vraiment compliqué de faire une association, un des noms en 1881, Martin Teka Titensere, en 91, Tika Stitionsere, ça c'était évidemment selon la perception phonétique des missionnaires d'époque. Fait que ça aussi, ça devient vraiment compliqué. Parce que, disons, à un moment donné, on essayait de rejoindre ceux qui avaient participé à la guerre de 1812. Et puis, ceux qui s'occupaient des registres au niveau militaire n'avaient aucune idée dans l'armée comment prononcer les noms et tout ça. Fait qu'ils allaient vraiment phonétiquement. Ça allait vraiment contrer tout ce que les noms qu'on voit dans les registres paroissiaux et ou dans les recensements. Fait que ça peut devenir très hasardeux, disons, d'aller dans d'autres sources, outre que les recensements et les registres paroissiaux. Donc, je passe à la prochaine. Oui, souvent les noms étaient vraiment complexes, puis on voit que c'est le prénom d'un individu, tel Martin, Michel, Nicolas, Laurent, Lawrence, plus tard, suite à la dite révolte, l'affirmation avec les religions et tout ça. Donc, souvent, c'était le prénom de la personne que le missionnaire lui avait donné, comme Martin Conwaxilohan. Au décès de Martin Conwaxilohan, les missionnaires et les prêtres décident que le prénom va devenir le nom de famille. Donc, c'est pas mal comme ça que ça s'est passé pour à peu près tout le monde, en grosse partie.
parfois c'était aussi le nom d'un grand-père ou d'un aîné bien apprécié. Mais c'est pas juste arrivé chez les Autochtones, ça, parce que moi, par exemple, ma grand-mère de France, née en France, elle s'appelle Élise Philomène à son baptême, baptisée en 1910 à Bray-en-Val, en France. Euh, Elle est bel et bien mariée en tant qu'Élise Philomène, mais elle apparaît en tant que témoin dans plein de baptêmes, puis elle est nommée Denise. Puis tout le monde l'appelait Denise. Mon père l'appelait Denise, son mari l'appelait Denise. À son décès, il est inscrit Denise. Fait que c'était peut-être quelqu'un qui était mal à l'aise avec son nom, et puis il y a comme eu une entente collective dans la communauté, de la famille, puis tout le monde s'est entendu que bon, on va l'appeler Denise dorénavant. Il y a aussi plein de transformations dans les registres. C'était phonétique, la nom de famille Teasdale par exemple. Originellement, c'était Teasdale, mais par les curés, c'était évidemment écrit au phonétique, jusqu'à peu près 1940. Teasdale, T-I-S, 1L, 2LE, T-E-A, T-H-I-S, T-Y, même bien anciennement. Au départ, c'était une femme qui s'appelait Mary Newhart, puis son mari, c'était M. Teasdale. M. Teasdale s'est fait scalper par des Hurons. Mary Newhart, elle a été amenée captive dans le bout de... Le nom m'échappe, là, mais c'est près de la Côte-Nord. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle était finalement esclave, devenue servante des Français. Ils ont été vendus à des Français. Ils ont été capturés près du Maine, vendus au Québec par des Hurons. Et puis, pour pouvoir être libre, il a fallu qu'elle devienne catholique, puis qu'elle marie un Canadien français. Et son nom de famille à elle, Teasdale, a été perpétué. Mais son mari, c'était Newhart. Donc voilà. Ça peut donner un exemple des complexités si on ne fait pas les recherches. Fait que c'est mieux de ne pas se fier à une formule en particulier parce que on ne sait jamais laquelle était celle qui était officielle en réalité. Mais évidemment, on en sait pas mal. Ça, c'était les anciens microfilms que vous avez peut-être encore dans vos sociétés généalogiques. Il en reste quelques-unes aux archives, mais ils sont en train de tout mettre en ligne. Tous les registres, les recensements et tout ça. Donc, tranquillement, c'est en train de s'effacer. L'historique des lecteurs de microfilms, là, vous en verrez plus vraiment souvent. Une autre super grande complexité pour suivre des familles dans les missions Mohawk, c'est qu'il y a eu beaucoup d'adoptions coutumières, et on a encore toujours d'ailleurs. Ça fait partie des mœurs et coutumes. Donc, à un moment donné, quelqu'un s'en va à la chasse, ou s'en va en mission, ou il est trop occupé, et tout ça, ils ont trop d'enfants. Un cousin, un frère, quelqu'un parfois même d'Akwesasne ou de Kanesatake par rapport à Kanawake, les gens s'échangeaient des enfants. C'était et diplomatique, et le concept que les enfants de la communauté, ce sont nos enfants. C'est pas mes enfants, tes enfants. C'est nos enfants, c'est un collectif. Donc, tout le monde s'entraidait et tout ça. Donc, c'est vraiment un fait rare. On observe à partir du recensement de 1901 de Kanawake une quarantaine d'adoptions. Soudainement, dans le recensement précédent de 1891, aucun adopté. 1901, pouf, 46 à peu près adoptés. Et puis en 1911, on en retrouve un ou deux qui ont la mention adoptée parce qu'ils ont été intégrés. Puis ça rappelle aussi qu'il y a eu une femme noire qui a été adoptée par un chef à Kanawake. Et puis, c'est finalement une femme esclave qui a réussi à se sauver. Et puis, elle a été incorporée à la nation. Et puis, on n'a pas de traces de ses parents, évidemment. Mais on peut voir que l'adoption coutumière va très très loin. Il y avait des Blancs aussi qui se faisaient adopter à l'époque et tout ça. Donc,
souvent, aussi j'ai fait des généalogies pour des gens qui se prétendaient métis et tout ça. On a vu ça à la télévision un peu, des gens populaires et tout ça. Et puis finalement, on dit que tous les registres paroissiaux sont là. Mais toutefois, il y en a des lacunes. Et on dirait qu'il y a comme un entêtement de dire que tout était là. Mais non, pas tout, parce qu'on peut le voir avec Anawake qu'il y a des trous, puis dans plusieurs trucs de communauté autochtone. Fait qu'il y a une parcelle de choses qui étaient soit inconnues complètement aux missionnaires d'époque ou aux gens qui ont écrit les registres, qui se sont vraiment fiés à ce qu'ils savaient. Puis en même temps, il y a beaucoup de gens probablement qui étaient reluctant, disons, ils tentaient ils étaient peu collaborateurs avec le clergé puis les responsables des registres qui voulaient garder les renseignements pour eux. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont probablement pas donné les informations exactes. Évidemment, moi je dirais qu'à 98%, les registres paroissiaux sont exacts, mais il y a quand même une parcelle qu'il faut, en constatant ça, là, parce qu'on peut voir que dans le recensement, quelqu'un il est écrit qu'il est adopté, mais dans son mariage, il n'est pas écrit qu'il est adopté. Donc là, il y a quelques complexités à ce niveau-là. Mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment pratiquement juste dans les communautés autochtones que j'ai remarqué ça. Ces variantes-là. Mais en réalité, pas ces variantes-là, mais ces potentialités-là. Mais comme j'explique dans le dernier paragraphe de cette diapositive, ça serait une belle recherche collective, puis je l'ai lancé à des gens d'Akwesasne aussi, des groupes de généalogie, puis ça a vraiment piqué la curiosité de beaucoup. On peut voir par exemple en 1901 un certain Michel Martin, 34 ans, souvent vous voyez voyageur. Voyageur en 1901, c'était souvent des gens qui travaillaient dans des cirques. C'était super populaire dans le Canada anglophone surtout. Je pense même que j'ai cité quelque chose là-dessus. Je reviendrai tout à l'heure. Ah oui. Le responsable des cirques. J'ai son nom aussi. Je vais vous le dire tantôt. Donc, on a Michel Martin, Martin Cédelia Martin, Martin Daunet. C'était Danny ou Daunet. C'est très variable. Mais on peut voir qu'il y a une Marie, 8 ans, une nièce adoptée. Une des mentions des adoptions en 1901. Marie, 8, nièce adoptée. Et puis, il est écrit sur la dernière ligne, là, ici. La toute dernière ligne, on va donner Marie F pour féminin. Nièce adoptée le 5 mai 1892. On va dans les registres paroissiaux, on voit rien. Puis aussi, vous voyez, là, il est écrit docteur à la fin de Louis Daunet, docteur sauvage. C'était aussi un titre que les gens se donnaient pour les cirques aux États-Unis. Donc, dans le recensement de 1901, on voit Michel Martin, voyageur, Marie, sa femme, 28 ans, Cédalia, 11 ans, Frank. Ses parents, c'était dans le même cadre de la famille. Michel Martin, docteur sauvage. Il y avait aussi un autre attribué, James Daybou, voyageur d'hiver et cirque. Marie Daunet, 8 ans, nièce adoptée. Et puis, en 1891, on voit aussi que Michel, son nom original, c'était Michel Anetores Poux, qui avait qualifié de 26 ans, et Marie de 19 ans. En 1891, on a d'autres détails aussi. Mais voilà, c'est vraiment une analyse. Il faut vraiment avoir beaucoup de temps. On ne fait pas ça dans une fin de semaine. Fait que, il faut vraiment prendre le temps de faire. Vous allez voir en ligne, si vous inscrivez Eric Couillard-Tisdale, recherchiste, j'ai un site internet, puis j'ai fait toutes les transcriptions de tous les recensements de 1825 à 1901.
Et puis j'ai fait une analyse démographique, les gendres, les groupes d'âge et tout ça, et les métiers, tout ça. Donc à partir vraiment d'une analyse assez détaillée, on peut réussir à trouver tous les liens. Un autre type de modification, Goodleaf, Louis Goodleaf, devenu Louis Bellefeuille. Angélique, on voit Jean-Baptiste, Baptiste, Thérèse, Thérèse. On peut remarquer aussi qu'évidemment, tous les Jean-Baptiste sont devenus des John en anglais. Et puis le nom que les Mohawks donnaient à Jean-Baptiste, c'était Sawatis, S-A-W-A-T-I-S, Sawatis, le phonétique de Jean-Baptiste, Sabatis, Sawatis. Donc, on va le voir aussi tout à l'heure. J'ai fait une petite liste de ces noms-là. On voit en 1901 John Mayhew et Kate. Qui dit Kate, dit Catherine, évidemment. Anglicisation depuis la conversion méthodiste. Donc, John Mayhew en 1901, Jean-Baptiste Mayhew 1891, Sawatis Onasagenrat. Le K, on le prononce comme un G. Onasagenrat. Donc, c'est fort intéressant. Les groupes d'âge se suivent très bien. Parfois, c'est un peu spéculatif, les âges donnés, mais celui-là, par pur hasard, ça tombe identique. 44, 33, 22. C'est assez rare, vous allez remarquer. On a aussi, dans le recensement 1901 Kanawake, Moïse, ici, 50 ans, travailleur journalier. Il travaillait dans des cirques. Il était qualifié d'homme de cirque. À partir de 1881, un Américain qui a décidé qu'il amenait des groupes de Mohawks travailler, faire du macramé, de l'artisanat, des danses traditionnelles, ainsi de suite, avec des maquillages. C'est très populaire. Alors donc, Maurice Desoguen, fermier. Odile, on peut voir avec le nom de la femme. Tout se suit. Marianne, Joseph. Évidemment, Louis, il n'est plus là, peut-être. En 1881, on a un Joseph qu'on a. Ah oui, on le voit finalement. On le revoit. Fait qu'on peut voir que Joseph, en 1901, il est fort potentiellement marié, puisqu'il n'est pas là. Fait que c'est des associations vraiment comme ça qu'on peut faire. Il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes, puis parfois spéculatives. Ici, on a Deer House, Cécile, 57 ans, une veuve retraitée, widow retired, avec une fille qui s'appelle Mary, qui a 16 ans. On a ensuite, en 1891, Michel, avec Cécile, puis Marie. Ça concorde. Une autre ici, en 1901, Moïse Stacy, 62 ans, sa femme Cécile. Moïse Stacy, 54 ans, 10 ans plus tôt, sa femme, 55 ans. Ici, on a un Moïse et une Cécile. C'est fort probablement eux, parce qu'on a Jean-Baptiste et Sawatis aussi. Parce que je dis, c'est fort probablement, parce que souvent, c'était des noms un peu limités, puis souvent, on voyait 4 Moïse Stacy. C'est parfois un peu compliqué. Parce qu'on dirait que quand ils ont décidé qu'ils donnaient les noms, ça s'est commencé à se standardiser, surtout le nom d'Aïbou. Il y en a quelques-uns qui sont assez redondants, disons. Alors, donc, le nom canadien, French, en 1901. Donc, les origines sont vraiment spéculatives. On ne sait pas vraiment pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Est-ce que c'est une entente à huis clos entre missionnaires, les prêtres et les politiciens d'époque pour dire là c'est assez les noms traditionnels, c'est trop compliqué. On va mettre ça, on va se simplifier la tâche là, au niveau administratif, potentiellement. Mais c'est spéculatif parce que dans toutes les, disons, les correspondances ministérielles, les lettres, des trucs des affaires autochtones et tout ça d'époque, personne n'a jamais croisé d'entente qui spéculerait ça, disons. Qu'il y a eu un go à un moment donné pour dire ok, on change tous les noms. Mais ça l'a changé beaucoup à partir de 1881 à 1901
c'est le premier départ des enfants dans les écoles résidentielles anglophones. Les Mohawks, les Iroquois, et puis les Abénaquis d'Odanak. Il y en avait beaucoup qui parlaient anglais. Les Abénaquis d'Odanak qui ont été ramenés de la Nouvelle-Angleterre, étant donné que c'était fait offrir des réserves promises par le gouvernement américain, c'est jamais arrivé. Donc, les missionnaires d'ici leur ont offert de s'installer au Québec, non loin de Sorel. Mais c'était anglophone, disons, comme pour les missions. Donc, ils ont été envoyés dans les premières écoles résidentielles anglophones. C'était près de Sault-Sainte-Marie. Il y avait Wikwemikong qui avait débuté en 1891. Fait qu'on retrace plusieurs personnes de Kanawake. Fait qu'il y a des noms qui disparaissent à un moment donné du recensement de 1901-1911, puis qui réapparaissent en 1921 parce que les enfants y étaient envoyés à l'école résidentielle. Et dans le recensement de l'école résidentielle et dans les dorénavant, on appelle ça le comité de réconciliation, là, ils ont élaboré tout un rapport et puis ils ont publié tous les bulletins trimestriels sur certains microfilms qu'on peut observer. Ça s'appelle le School File Series, la série des écoles, Librairie Archives Canada, Bibliothèque Archives Canada. On a tous les historiques de l'organisation des écoles résidentielles. Et puis parfois, il y a des séquences avec des bulletins trimestriels, puis le nom des enfants et tout ça. Fait qu'on a pu retracer beaucoup des enfants manquants, recensement 1911, 1921, 1901, pour ce qui réapparaissent après. Ils étaient bel et bien à l'école résidentielle. Donc, pour revenir à Canadien, il y en a un qui est devenu très populaire, Big John Canadian, qui a fait les traversées de la Chine en canot et tout ça. Fait que si vous inscrivez John Canadian ou Jean Canadien, Iroquois dans Google, vous allez retrouver beaucoup de choses. Il y a même eu une carte postale à son effet, tout ça. Donc, à la prairie, quelqu'un baptisé Amab Robert dit Canadien. C'est ça aussi, c'est que le nom de famille canadien, il n'a pas juste été donné à la prairie Kanawake, mais aussi à des Canadiens français, puis à des Abénaquis aussi. 30 septembre, c'est à la prairie. On ne sait pas si c'est un Iroquois ou un Canadien français. Quelqu'un baptisé Amab Robert dit Canadien, il n'y a pas de parents mentionnés dans l'acte. Donc, c'est très spéculatif. Mais Robert dit Canadien, donc c'était potentiellement simplement Robert dit Canadien, un petit accent exotique qui a été donné après. En 1842, à Saint-Urbain, des familles Abénaquis, Xavier Bénaki, Canadien, et Jean-Baptiste Bénaki, Canadien. Bénaki, c'était les Abénaquis, les appelaient Abnaki ou Bnaki, les missionnaires d'époque. Donc, voilà. Ça, potentiellement, la famille Gill, il y avait quelques familles qui avaient été invitées pour défricher les terres à Mastoyache, à Pointe-Bleue, au Lac-Saint-Jean. Les Abénaquis qui ont été engagés pour défricher les terres, pour habituer les Inuits montagnais qui étaient nomades chasseurs à se sédentariser, ce qui était le but de la création des réserves, sédentariser tout le monde. Alors voilà. Un autre lien par rapport à M. French Canadian, Peter, 62, qualifié de voyageur aussi, sa femme Elizabeth French, Stephen, 20 ans, employé de grue, puis aussi la prochaine, qu'est-ce qu'elle nous indique? Oui, ici, encore une fois, voyageur. Donc, l'association pour cette famille-là, vraiment, elle est très, très, très tangible. C'est un des meilleurs exemples pour les changements de nom, ça. Un autre, Taylor, qui est Aguirahis, pas sûr de la signification. Son nom qui a été rendu par la suite, c'est Taylor. Donc, Louis Taylor, charpentier, 56 ans, sa femme Anne. On peut voir qu'il y a un Jacques, Joseph, Frank et un Thomas. Poux, en 1801. Pierre, 40 charpentiers. Femme Anne, Jacques, François, Thomas, Joseph. Donc, c'est comme ça vraiment qu'on fait des associations. Et il y en a quelques-uns
qui sont spéculatifs. Fait qu'on peut dire que c'est approximativement 90% des résultats qui sont exacts quand on fait ces associations-là. Puis évidemment aussi, il y a les histoires de famille, des gens qui se rappellent leur mère, leur grand-mère. Les gens n'ont pas oublié qui était leur arrière-grand-parent non plus. Fait il y a beaucoup de gens aussi qui ont conservé la tradition de bouche à oreille, la tradition orale, fait que ça l'aide beaucoup. Walker, Ganawato, Macomber, Onangawishon. Alors donc, on a Walker qui est devenu, Kanawato qui est devenu Walker, Jean-Baptiste devenu John. Il travaillait journalier dans la fonderie. C'était les fondations un peu du chemin de fer, le premier chemin de fer de Canadien Pacifique. C'était beaucoup la famille Molson qui avait moussé ça, de faire travailler des Iroquois. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au mariage, on voit, il y a une mention du nom ici. On voit, je vais juste voir la précédente rapidement. Ah oui, c'est ça, c'était Walker Macomber, le fameux nom de famille Macomber. Donc, dans l'acte de mariage, 24 août 1891, après la publication, on voit que c'est un mariage entre Jean Ganawato, fils de Jean-Baptiste Charpentier et sa femme de village, et Marie Onangewishon, fille mineure de Jean-Baptiste Taroniakaton, alias Macomber. Et alors, il est écrit alias Macomber, voyageur, et sa femme Jeanne Scawanelli. Donc voilà. Et puis, ce qui est intéressant dans les registres de Kanawake, c'est rempli de trucs historiques. Il y a même écrit nous avons dispensé, en vertu d'un indu apostolique du 22 octobre 1886, communiqué au missionnaire par sa grandeur, Monseigneur Édouard Charles Favre, archevêque de Montréal, le 2 novembre, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient, disons, précédemment méthodistes, puis qui ont renié leur foi pour pouvoir se marier à l'Église catholique et vice-versa. Donc, voilà. On en a un autre ici, Thomas Deerhouse, en 1901, 34 ans, ici, il a 25 ans, 91. Et en 81, son fils qui s'appelait... non, c'est-à-dire que Thomas, l'unique qui pouvait être associable avec les prénoms et puis les groupes d'âge, c'était vraiment l'unique. En 91, on a Thomas Deerhouse. Puis en 81, le seul Thomas qui avait 10 ans de moins, c'était lui, Thomas Ononsanuran. Alors voilà. C'est un peu spéculatif quand on a juste un prénom comme ça. Fait qu'aussi, il faut aussi comprendre que il y a l'aspect spéculatif qui est toujours là. Fait qu'il faut vraiment mesurer là, le pour et le contre là, de plusieurs. Des choses intéressantes aussi. Dans une espèce de almanach d'année qui s'appelle le magazine du 19e siècle, le journal des garçons, le journal appartenant aux garçons, présentait, c'est un journal de Montréal, un peu d'une élite anglophone. Fait que ça présentait une anecdote sur les noms de famille Mohawk, puis l'exposition de la signification des noms. Taché de bleu, Garognari, ainsi de suite. Donc on voit différentes choses. Puis on peut voir le Ononsanuran qu'on a vu précédemment, le nom de Deer. C'était la maison du chevreuil qui est devenue Deer House comme nom de famille. Mais vu qu'ils trouvaient que c'était trop long, ils ont juste écrit Deer. Fait que l'origine du nom Deer, c'était originellement Deer House, Ononsanuran. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment riche en... pour Kanawake, c'est là que je trouve que les registres paroissiaux sont les plus détaillés. À Kanesatake, les sulpiciens s'empressaient pas tellement de donner beaucoup d'informations. Pardon. Donc, la modification des prénoms. Dans les registres paroissiaux, souvent, on voit, et dans les recensements, on voit Agathe qui était écrit comme Akat Agathe.
Agnès Onise. C'était vraiment très phonétique. Anne, Annen, Onen. Cécile, Cécile. Charles, Sarah. David, Tawit, Tawente. Voilà, ainsi de suite. On a aussi, souvent, il y a beaucoup de Frank qui ont été qualifiés de Zaskari, Saskari, comme pour Zachary. Pourquoi? Probablement un premier, puis ça s'est suivi comme ça. Ignace, en anglais, c'est Angus. Énéas, c'était la connotation francophone due au premier baptême avec les premiers missionnaires francophones. Jacques, Zach, Jacques. Jean-Baptiste, comme on avait dit précédemment, Sawatis, prononciation de Jean-Baptiste. Joseph, Saucé. Louis, Rouy, Rouir. Marie, Wari. Marianne, Wariana. Marie-Joseph, Warizose. Alors vraiment, on en a de toutes les... Lazare, René, Aréné, Irénée. Donc ça va vraiment comme ça. Zachary, Saskari. Tom, Thomas, Atonwa. Donc, la suivante. Aussi, des noms anglophones qui ont été rendus. À Kanesatake, particulièrement la famille Bonspiel. Ici, j'ai écrit Kanawaka en haut pour Daibou et Mayu, mais pour Bonspiel, c'est vraiment spécifique à Kanesatake. Personne ne sait vraiment d'où ça vient, mais j'ai remarqué dans les articles de journaux des années où le nom a été rendu, les Anglais qui aimaient beaucoup le sport lacrosse aimaient aussi beaucoup le curling. Et les matchs de curling et les tournois, ils appelaient ça des bonspiels de curling. Peut-être dans le Montreal Herald et les vieux journaux, est-ce que c'est une attribution parce que c'était des gens qui étaient très axés sur le sport de la crosse? J'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup quand même qui étaient qualifiés de fabricants de bâtons de la crosse dans les recensements. Or, potentiellement, mais quand on dit potentiellement, on dit spéculatif, donc on n'est pas certain. Daibou, phonétiquement, c'est devenu Daibou. Daibou. Mayu, c'est devenu Mayo, et il y en a même qui l'ont écrit comme ça, Mayo. Fait que c'est vraiment très, très, très phonétique, puis c'était une façon aussi de se détacher d'une appartenance avec les missionnaires francophones, européens, avant tout. Fait qu'on envoie ici, ça c'était dans le Marthe Faribault, qui a fait beaucoup d'index de mariage que vous avez sans doute dans vos sociétés généalogiques. On voit Diabo, Daibou, ainsi de suite. Tout est là. J'ai quelques exemples. Moi, disons, la mère de ma mère, le grand-père de ma mère, non, mon arrière-grand-père, c'était Vital Catherine, adopté par des Chagnons pendant un certain moment. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que son ancêtre, le père, son grand-père s'appelait Catherine. Alors son père, quand il est décédé, quand Catherine est décédée, ils ont pris le nom Catherine comme nom de famille. Mais c'est vraiment très très compliqué à suivre, parce que parfois c'est le nom du père qui est donné, parfois c'est le nom d'un oncle ou d'un autre membre de la famille important. Donc, la famille Catherine est éventuellement devenue la famille White. Lorsque Madame Catherine est décédée, la mère de l'ancêtre, c'était Catherine Conwaxy-Lohan, puis Jean-Baptiste Calognes-Araquel, quelque chose comme ça. Quand Catherine est décédée, le nom de famille Catherine est devenu le nom de famille. Le prénom Catherine est devenu le nom de famille. Mais après ça, Jean-Baptiste, quand il est décédé, pour les missionnaires et pour les religieux, c'était l'homme qui primait. Donc, c'était le nom de l'homme qui devait être comme délégué comme nom de famille. Donc, quand Jean-Baptiste est décédé, étant donné qu'il était devenu méthodiste, il était devenu John. Lorsqu'il est décédé, les enfants sont devenus Johnson, les enfants de John. Fait que le nom Johnson venait nullement d'Angleterre, ni d'Irlande ou d'Écosse. C'était une invention
littéralement, on ne sait pas d'où ça vient exactement. Est-ce que ça vient de lui-même, de John Conway Lohan? On ne le sait pas. De Jean-Baptiste? On ne le saura pas. Mais on peut voir que ici, on dit Peter Gallywalker-on-Stock était Catherine, autrement, connue comme Catherine ou Catherine White. Il a changé de nom en l'honneur à son grand-père Charles Gaillotton, un plant de maïs debout écrit Stock. Son père, qui est le père de mon arrière-grand-père, John White, parfois nommé Jean-Baptiste, sa mère, blablabla. Mais le point important que je vais expliquer là-dedans, c'est que vraiment, il faut faire un suivi suivre les prénoms, littéralement, d'un recensement à l'autre. Ici, on le voit ici. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Sa mère, Marguerite Gongwaxi-Lohan. Père Jean-Baptiste Galogne-Lacquen, alias White, mais parfois alias Johnson et tout ça. Fait que c'est vraiment... c'est très complexe. Puis il y a eu tellement d'adoptions coutumières que des fois, on dirait que les dates de mariage ne correspondent pas avec les années. On se dit, mais comment ça se fait? Ils avaient à peu près 45 ans, puis ils ont eu des enfants. Pas nécessairement, parce qu'il y a eu tellement d'adoptions coutumières, donc c'est un peu spéculatif. J'ai même trouvé quelques erreurs de Pierre Bernard qui avait écrit tous les registres avec des années et tout ça. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas, avec les écrans, on peut agrandir tous les registres et tout ça, fait qu'il y a plusieurs détails, disons, dans les écritures qu'on peut analyser un peu mieux avec les écrans d'aujourd'hui. Donc, à Deux-Montagnes, le nom de famille Nicolas, comment c'est arrivé? Marianne Nicolas, veuve en 1901. Veuve aussi en 1891. Mais son mari, c'était Nicolas Deganatogen. C'était Marianne Katitsak en 1881. Oups, excusez-moi. Et puis, donc voilà. Et le nom des enfants correspond. Donc, c'est Nicolas qui est devenu le nom de famille. Donc, c'est une famille très, très, très connue à Kanesatake, à Oka, disons. On a aussi dans les communautés autochtones, disons à Mastayache, au lac Saint-Jean, de la famille Basiliche. Donc, c'était Basile. Lorsque Basile est décédé, ses enfants ont pris le nom de Basiliche, fils de Basile. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui s'appelaient Basile, Basiliche, Basilis, Basile. Confusion absolue. Plusieurs des mêmes dates, c'est-à-dire de séquences de périodes d'années similaires. Donc, faire des associations extrêmement compliquées. Puis aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens de Mastayache qui m'avaient demandé de faire la généalogie, puis même avec les registres que je leur présentais, eux-mêmes avaient de la misère à faire des associations, parce que c'était des nomades aussi, donc les missionnaires avaient un peu plus de misère à faire le suivi concret des familles. Fait qu'on en a une autre famille, Nicolas, ici. Marianne Nicolas, veuve ici aussi. Son mari. Donc, toute l'historique est là. Parfois, le prêtre a écrit une fois en 1871, il a écrit Tekanadogan. Ici, en 91, Deganatogan. En 81, Deganatokin. Gin. Wati. Connotation pour Marie. Oui, Marianne. Fait que c'est souvent comme ça. Dans le comté de Gibson, oui, des ambiguïtés de nom. Je pense qu'on l'avait vu celle-là. Oui. Donc, suivante. Oui, un qui est vraiment très spéculatif. Ici, on a un Abénaki qui s'appelle Charles et sa femme s'appelle Agnès Abénaki. On n'a aucun nom de famille. Aucune association potentielle peut être faite à partir de ça, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont attribué à un couple en particulier. On disait Louis-Charles Neptune et Agnès Neptune.
mais on n'a aucune idée. Et puis, ce qu'on sait, c'est que les parents de Charles Neptune proviennent de Boston. Oui, en Beauce, peut-être qu'ils sont montés en Beauce, parce que le mariage ici de Louis Abénaquis et d'Agnès Abénaquis, c'est en Beauce. Le recherchiste a décidé que c'était des Neptunes. Donc, quand on est sur des sites Internet, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit, ce qui a été écrit par des amateurs, même s'ils sont professionnels. C'est un site Internet. N'importe qui peut ajouter selon ses intérêts ou selon ses spéculations, mais ça demeure une spéculation. Alors que si c'est une donnée scientifique associable, claire et certaine, avec une mention éventuelle dans un registre, une correspondance, un article de journal, mais là, on n'a absolument rien. On ne sait pas comment il a fait pour ce recherchiste-là, pour attribuer un nom de famille. C'est vraiment une grande spéculation. Donc, on pourrait croire que c'est eux, mais ça demeure simplement une potentialité. C'est rien de scientifique, mathématique, calculable. Donc, ça, c'est, en réalité, je répète, ce slide-là expose une potentialité forte, mais devenue une potentialité scientifiquement parlant. Il est né à Boston, tel que cité par son fils dans le 50e anniversaire de mariage, dans un article de journal. Alors, il est écrit, il expose le tout, là, et ça, rapidement. Là, M. Neptune, né à Saint-Urbain, il expose l'historique de sa famille. Ce dernier sont décédés à 81. Mais ici, on voit son père, Charles Neptune, grandit à Boston jusqu'à l'âge de 6 ans. Élevé par ses grands-parents, il s'en vient rejoindre son père et ses jeunes frères sur la rive du Saguenay. Il ne connaissait que la langue anglaise et indienne. Il vivait de la chasse et de la pêche par Saint-Urbain. De là, ils s'en vinrent à la réserve de Chicoutimi, d'où est devenu Pointe-Bleue-Mastégache. Ensuite, ils prirent le lot de terre à Saint-Charles-Borromée, où ils passèrent quelques années. Ils obtinrent leur admission à la réserve de la Pointe-Bleue, où Noé Neptune... Donc voilà. Fait que, par des archives journalistiques, on peut trouver vraiment beaucoup de trucs super intéressants. À BANQ, archives de journaux, ça vaut la peine vraiment d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. On a toutes les annonces de décès, les annonces des enfants, des naissances des enfants, des mariages. Tout le monde annonçait tout. Même quelqu'un qui allait en voyage au Vermont une semaine, souvent c'était mentionné. Monsieur l'abbé est allé passer une semaine magasiner au Vermont. Fait que les journaux citaient pas mal tout régionalement. Donc voilà. On peut voir ici que dans le recensement encore plus clair, en 1871 de Robert Val, Charles Neptune, il est écrit dans pays ou province de naissance. On a US pour United States, Massachusetts. On pourrait croire que c'est barré, mais c'est plutôt souligné que barré. Alors voilà. Et on a le qualificatif Abénaquis aussi. Et en haut, il y avait une famille, la famille Modeste Dumont, des Montagnais. Et M. Charles Neptune avait marié une certaine Joséphine Girard. Donc voilà. Et puis qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que Charles Neptune, alors qu'il parlait pas beaucoup français, on voit ici qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une fameuse chronique de cannibalisme des gens qui étaient partis à la chasse, puis qui avaient très faim, puis qui ont dû manger une partie de quelqu'un. Et puis voilà, c'est un certain John Boston. C'était le surnom qu'on lui avait donné à l'époque, étant donné qu'il était anglophone. C'était devenu comme son surnom. C'était le frère de Charles Neptune, en réalité. Jean-Baptiste. Puis quelqu'un qui est anglophone ne se fait pas appeler Jean-Baptiste, il se fait appeler John. Fait qu'évidemment, John Neptune, qui habite à Pointe-Bleue, ben, il n'y avait pas d'autres potentialités. Donc, il y a aussi des associations de la sorte qu'on peut faire aussi.
Donc, on voit Thomas Basile, un montagnais de Pointe-Bleue, pouc. Il raconte l'histoire. Je vous suggère d'aller dans BANQ, d'écrire The Québec Chronicle 11 juillet, ou écrire John Boston, simplement dans l'engin de recherche de BANQ, puis vous allez tomber sur l'article. Très intéressant. Voilà, je me suis un peu attardé sur celle-ci, mais voilà. Donc ça, c'est sur le site internet, j'ai toutes les... est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. Mais quand vous descendez le site internet sur cette page-là, vous allez voir tout en ligne, j'ai tout transcrit, Kanawake, Akwesasne, puis Kanesatake, tous les recensements de 1825 à 1901. Je vais bientôt déposer ceux de 1911. Je les ai pourtant transcrits, mais je ne les ai pas encore déposés. Parce que de nouvelles modalités à la librairie Archives Canada pour déposer maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. C'est vraiment... Chaque communauté autochtone, en réalité, devrait même jusqu'à un certain point obtenir des fonds pour faire travailler soit des jeunes ou des recherchistes là-dessus, parce qu'on peut finalement associer pratiquement tout le monde d'un recensement à l'autre. Donc, de penser que les curés, les missionnaires et les curés, ils savaient à qui ils avaient affaire, et puis lorsqu'ils ne le savaient pas, ils le mentionnaient très souvent. À Mastéache, à Pointe-Bleue, à un moment donné, on voit un missionnaire qui dit que dans le recensement, il décrit une femme, mais il explique que c'est tout ce qu'il peut donner comme information parce qu'ils ne se comprennent pas linguistiquement. À un moment donné, il explique aussi que le recensement lui a pris 2 jours de plus parce qu'un des frères Neptune habitait tellement loin qu'il a dû marcher pendant 2 jours pour se rendre à sa demeure, donc ça l'a étiré la durée de son recensement de 2 jours. Donc, pour vous dire qu'ils ont fait le plus qu'ils pouvaient pour donner les bonnes données généalogiques. C'était en réalité, c'est un peu comme le registre d'état civil d'époque, le recensement et les registres paroissiaux. Et puis pour continuer d'obtenir les bonnes grâces de l'État, ben, les organismes religieux, pour se faire donner des terres, disons, de la couronne pour développer les églises, les monastères, et ainsi de suite, leur collaboration, évidemment, c'était un peu comme une parcelle de leur collaboration, participer au registre d'état civil et ces trucs-là. Ils travaillaient aussi en collaboration parfois avec le recensement, mais souvent, ceux qui faisaient les recensements, c'était les agents des Autochtones, les agents des Indiens attestés aux missions, qui s'occupaient des recensements, ou un co-associé. Donc, c'était des gens, évidemment, en connaissance de cause. J'ai remarqué qu'à Akwesasne, il y en a un recensement, soit de 1891 à 1901 ou de 1901 à 1911. Tout le monde a les mêmes âges. Il n'y a aucune modification des âges. Donc, on peut penser que peut-être que les gens qui ont fait le recensement cette année, ils sont allés se promener au village ou ils sont allés au bar du coin puis ils ont juste rempli le recensement, fait une copier-coller du recensement de l'année précédente. Mais c'est extrêmement rare. J'avais jamais vu ça vraiment. Donc voilà. C'est dans ce cadre-là qu'on fait une analyse vraiment démographique et les registres paroissiaux et les recensements, tenter de faire des fois des index de noms, de prénoms, tant dans les registres paroissiaux que les recensements, puis faites-vous des listes d'index d'une façon phonétique et alphabétique pour pouvoir suivre. Souvent, c'était phonétique, la façon dont les curés inscrivaient des noms et tout ça, parfois spéculatif. Et puis aussi, parfois, les gens se faisaient adopter avec l'adoption coutumière, donc des changements de nom reliés à ça, des ententes de famille et tout ça. Donc, c'est des mœurs et coutumes très intéressantes. Et puis, d'ailleurs, l'adoption coutumière en 2018, a été intégrée
au Code civil du Québec, l'adoption coutumière autochtone. Mais évidemment, l'adoption coutumière autochtone originale, c'était quelqu'un pouvait adopter un Noir, quelqu'un pouvait adopter un Montagnais, un Mohawk, un Québécois, mais l'adoption coutumière du Code civil du Québec de 2018 vient restreindre à un neveu ou quelqu'un de la famille rapprochée, ou tout au moins de la même communauté. Donc, on ne peut pas adopter vraiment quelqu'un d'une autre communauté ou d'une autre ethnie. Il y a un Noir qui a été adopté, un Haïtien qui a été adopté près de Vancouver chez les Dénés. Et puis, il avait été interdit au tournoi de basketball intertribal autochtone parce qu'il n'était pas ethniquement autochtone. Puis ça avait passé aux droits de l'homme, puis ils avaient gagné parce qu'il était incorporé à la nation. Il avait été adopté par un membre de la nation. Donc, il y a parfois des petits épisodes, lacunes qui se produisent comme ça. Donc, je crois que c'est ça.